Dans le sud de la France, aux frontières du Béarn, du Pays Basque français et de la Navarre espagnole, le réseau souterrain de la Pierre Saint-Martin est le plus profond du monde. L'exploration de cet Everest des profondeurs est encore inachevée. Un long tunnel artificiel a été creusé au flanc de la montagne jusqu'à la Verna. Il permet de rejoindre la vallée de Saint-Angras. En partant des sommets, où un nouveau gouffre vient d'être découvert, il est donc théoriquement possible de traverser complètement la montagne. Ce nouveau gouffre, baptisé SC3, s'ouvre à 2040 mètres d'altitude sur les Arcs de Canlon. Notre expédition aura pour but de redescendre les 400 mètres de verticale au bas desquels des spéléologues anglais ont retrouvé une inscription tracée en 1967. À partir de cette trace oubliée, nous voulons essayer de rejoindre la zone connue du réseau, parcourir les 9 km et 1000 mètres de descente qui mènent à la Verna pour ressortir par le tunnel artificiel. Si nous réussissons cette traversée complète, elle sera la première du monde. « 11 novembre 1975, altitude 2000, il est 8 heures du matin avec une température de moins 20 degrés. Depuis 2 jours, égarés dans le brouillard, nous avons vainement cherché le SC3. Son entrée est quelque part au milieu des Arcs de Canlon, à 1 heure de marche du dernier téléski de la station d'arrêt. 3 hommes viennent d'y passer la nuit pour mettre en place les cordes sur lesquelles nous allons descendre. Moi-même, j'ai repris l'histoire en 1917-18 et on a passé 42 ans à chercher une entrée. C'était vraiment le gouffre hypogée, clos. Il a été véritablement trépané par 3 hommes, par Labéry, Lépineux et Occhiellier. La Pierre Saint-Martin a 25 ans, en réalité c'est un bébé. Ce massif est tellement taraudé, creusé, qu'il y a ici encore au minimum, c'est difficile de dire 25 ou 30 ans, mais j'en suis bien convaincu, 25 ou 30 ans de record. On pense sortir vers 10 heures. Oui, demain. 10 heures. Faut qu'on dise alors à l'équipe de surface qui nous attend à Verna, alors ils nous attendent entre 10 heures et midi demain. Hein? D'accord? Ouais, bon, on va y aller. Qui part en premier là? C'est toi qui part en premier? Bon. Ok, ben alors, allez-y. Moi je descends avec mon flashman. J'attends que tu sois complètement en bas pour aller pour m'approcher, pour pas t'envoyer de la neige dessus. Non, la pièce, il faut savoir, tu veux voir qui tire le... Ouais, d'accord, ok. Un couteau, sinon, pour changer. Le plus, on va essayer un peu, Bon voyage. À demain. Ouais. 11 novembre, 11 heures du matin. Nous entamons la descente pour un raid que nous espérons de 24 heures. Pas facile le passage là. Ah ouais. Ah c'est chouette hein. Tu dis? Ouais. Et bon. Avec les camions, il n'y a rien à faire. Ah ouais, c'est chouette. Ah, ça fait plaisir. On va se demander comment ça se sent pendant un bon moment. Pierre, attention! Va Pierre! Ça va? Regarde si c'est beau à ta gauche. Il y a des cannelures, hein, t'as vu? T'as vu les cannelures?
Michel? Ils n'ont pas communiqué avec ceux qui sont devant. La corde glissait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit aux autres que la corde glissait. Oui, je l'ai bien dit. T'as vu le pavé là qui va tomber? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un relais là-dessus. Plein vide? Ouais, plein vide. Eh les gars! Michel! Il y a un relais plein gaz ici. Ah ouais. Mauvais? Ouais. Michel, il fait que des nœuds. Mais alors là, on est arrivé à l'avant-dernier puits, c'est-à-dire qu'on a le puits de 54 mètres. Je crois que c'est l'avant-dernier celui-ci, hein, d'après le combat qu'on avait. On avait un retour de 20 mètres, après je croyais que c'était fini. C'est pas ça? Oui. Qu'est-ce qui est clair là? Ah non, on prend son départ? Arrivez! Ça, puis... Antoine, le problème au fonctionnement, c'est que le sac part d'un côté de la corde, nous on passe de l'autre côté, Jules se bloque. Il est 18h. Profondeur moins 400. Le terminus des Anglais est là devant nous, à quelques mètres, dans une zone de galerie basse où le passage est difficile à trouver. Notre tentative va même être un moment au bord de l'échec, alors que nous savons que derrière nous, une troisième équipe va récupérer les cordes dans les puits. Il faut absolument passer. Alors il faut abandonner tout le matos de ciné ici. Et on peut faire la traversée. C'est une fracture bestiale. On ne peut pas passer avec le matos ciné. Ouais, et il faut vachement se manier. Alors il faut abandonner tout le matos de ciné ici. C'est seulement après 5 longues heures de recherche que nous allons trouver le passage. Il faut enlever le sac là pour passer. Ceux dans des gros sacs, vous les retirez là. Hein. Oui, on arrive. Comment ça se passe? Faut qu'on fasse des trucs. Allez Maurice, fort. Ça passe. C'est bon? Ouais, c'est bon, ça passe. Même avec un gros sac. Ah, il y a plus de lumière. Oui, Il est presque minuit. Avec plusieurs heures de retard, nous venons de rejoindre enfin la rivière connue du Bassa Bourouko. La seule colline, c'est allé dans, je crois, 100 mètres. Je suis pas tout à fait sûr. Parce qu'on doit passer la vasque profonde. Il y a au moins 10 mètres cubes de feu, il a Comment on est passé? Un kilomètre 600 viennent d'être parcourus. Nous arrivons à la salle Cousin, au pied du gouffre de la Tête Sauvage. C'est là qu'une équipe descendue pour la première fois par ce gouffre a retrouvé en 1966 les traces et le message laissés par des hommes remontés jusqu'ici depuis le tunnel de la Vernat. Le papier laissé par les premiers spédos qui sont arrivés ici.
Il y a maintenant 16 heures que nous avons quitté la surface. D'ici que les hommes du Bassaburuco, descendus par le gouffre à tête sauvage, ont découvert les traces des spéléos du Spécop de Paris, arrivés de Laval depuis le tunnel de l'EDF. C'est à cette salle que s'est effectuée la jonction qui a permis au record à Pierre Saint-Martin de battre le record du monde. Le gars qui est blanc, c'est de prendre le vitesse, côté les boîtes. Utilise la paroi. Il y a du rouge dans la rouge. Mais avant, mais oui, du rouge dans la rouge. Et elle se dit pourquoi. Bon, c'est bon. Là, je peux tirer, Rémi. Du monde. Faites gaffe, hein, de ne pas percer le bateau avec les Faites gaffe quand vous débarquez comme ça, que les coups on les fout en l'air. Fais gaffe, je craque. Fais gaffe. Allez, vas-y, prends. Doucement. C'est bon. Bon, deux gars dégonflent le canot et le roulent comme il faut pour le mettre dans le montage. Il est 3 heures du matin, nous venons de pénétrer sous l'Espagne dans la salle Sus. Découverte en 1965, c'est l'une des plus vastes et des plus étranges du gouffre. Pour la traverser, nous allons chevaucher des entassements de blocs gros comme des immeubles et enjamber les crevasses qui les séparent. Le torrent gronde sous les cahots, il couvre nos voies, le chemin est difficile à trouver. Bon, il est parti voir. Au bout de la salle Sus, à l'entrée du Grand Canyon, où nous arrivons, la rivière coule entre des berges verticales. Cela pendant 2,5 km. En crue, dans certains passages, le niveau de l'eau peut monter de 8 mètres. Les pontonnières sont indispensables. Elles nous protègent de l'eau jusqu'à la poitrine. Il est presque 4 heures du matin.
la fatigue s'accumule. Nous venons d'arriver à la diaclase Hidalga. Ici, il va falloir remonter de 25 mètres avec une échelle pour gagner une large galerie fossile. La rivière s'enfonce à droite sous une voûte mouillante. C'est au sommet de cet endroit qu'en 1960, l'expédition franco-espagnole s'était arrêtée. C'était aussi la dernière fois que l'on descendait par le gouffre l'Épineux. C'est une zone très instable. Ils ont pas peur, hein. Elle n'est pas passée loin. On se mouille que ça nous aider au bout de la corde et on fait passer les mecs à Kérolène dessus. Attends. Excuse-moi. Bon, c'est bon, hein? Bon, je suis là. Ouais, mais pendant que quelqu'un monte... Go! Un jet d'eau. Notre deuxième canot vient de crever. L'autre est depuis longtemps hors d'usage, il a été lacéré sur les aspérités d'une étroiture en bas du SC3. Que faire? Avec un bout de corde détaché d'un sac, nous essayons une réparation de fortune. Tiendra-t-elle? Il nous reste encore tout le tunnel du vent à franchir. Là, l'embarcadère, il est pas... Vous arrivez du plafond, c'est la barque, hein? Ah ouais, hein? Le mec, il donne nos coups au-dessus du canot. C'est le compagnon, maintenant? Non, non.
tunnel du vent. Nous y sommes. Devant nous, sur 30 mètres, la voûte s'abaisse jusqu'à frôler le niveau de la rivière sur un plan d'eau profond. Un vent de tempête y souffle en permanence. Notre canot est de plus en plus en mauvais état. Le fond est maintenant déchiré sur toute sa longueur. De Dieu! Les dernières traversées sont à la limite du possible. L'eau est glaciale, 3 degrés. Elle paralyse les hommes. Le canot, percé de toutes parts, sans fond, ne tient plus. À midi, nous sommes le 12 novembre à la 25e heure de la traversée. Le tunnel du vent est dépassé. Devant nous, la longue galerie de Navarre, 1 kilomètre environ de chaos à parcourir jusqu'à la salle L'Épineux, où nous accéderons au terme d'une longue remontée de 100 mètres. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de savoir pourquoi des gens sont dans une grotte comme celle-ci. À mon avis, c'est ça. C'est l'aventure. L'amitié avant tout. Le côté sportif, le côté exploit. On n'a jamais eu l'occasion de voir ça dans la vie ordinaire. Plaisir de sortir avant tout. Franchement, c'est formidable.
Juste avant la salle L'Épineux, Anaphénops, étrange habitant aveugle de la caverne, a élu domicile sur les restes d'un bivouac abandonné depuis plus de 10 ans. Nous sommes très exactement à l'endroit où sont arrivés les premiers explorateurs en 1951. C'est là que Marcel Lubens est mort en 1952. Il reste à franchir la série des salles Casteret, Lubens, Kefelec, Adélie et Chevalier, au total 2,5 km de chaos interminable jusqu'à la salle Laverna. La première fois qu'un homme est descendu ici, c'était Georges Lépineux, c'était en 1951, en août 51, et c'était le premier homme qui était descendu à la Pierre Saint-Martin. C'était énorme. On avait descendu un ballon de football au bout d'une corde métrée, et le ballon indiquait une profondeur de 350 mètres environ. Dans le gouffre au-dessus de notre tête, 4 personnes étaient descendues. Il y avait Beppo Calini, encore une fois, Jacques Laberry, Haroun Tazieff et Marcel Lubens. Ils avaient découvert la salle Élisabeth Casteret, la rivière, ils se préparaient à remonter parce qu'il fallait descendre d'autres hommes, remplacer Marcel Lubens, qui était un peu fatigué. 10 mètres au-dessus, la cosse terminale du câble s'est ouverte et Marcel est tombé et il est resté 36 heures dans le coma. Ça a duré comme cela à peu près sur le gouffre 20 heures et puis ensuite, Marcel Lubens étant mort, on a décidé de tout arrêter. approche de la sortie, hein. Ouais, encore 2 heures. On n'a jamais été si près, hein. On n'a jamais été. Ouais, dans 2 heures, on sort. T'as pas vu là-haut dans la salle 15 heures. C'est marqué JPT 73. Jean-Pierre Chemelier. Ouais, à 17 heures, on est dehors. Hein.
À 17h, on va être dehors, les gars, si on ne faiblit pas au niveau du rythme. Moi, j'ai fait à peu près 13 ans que je fais de la spéléo, j'ai vu toutes sortes de gouffres, mais je n'avais jamais vu une salle aussi vaste. On m'en avait beaucoup parlé, et je m'étais dit, j'avais imaginé la chose et je pensais en fait être déçu. Et quand je suis arrivé, vraiment le coup au cœur, le coup vraiment presque fatal, d'ailleurs Gilles aussi, il en avait presque les larmes aux yeux, c'est sidérant. Sidérant de pas voir de déboucher dans un vide aussi vaste sous terre. C'est extraordinaire, je crois que c'est une impression que je ne suis pas prêt d'oublier. En 1953, nous avons envoyé à ce moment-là toute une équipe jusqu'à la Verna. La Verna a été découverte en 1953. La Verna, l'une des plus grandes salles souterraines connues, où Notre-Dame de Paris et l'Arc de Triomphe réunis tiendraient aisément. Notre raid va bientôt s'achever. Il nous a fallu 30 heures pour réussir. C'est quand même fatigant, hein. C'est certainement éprouvant, mais avec un bon entraînement, ça passe, mais enfin... Ce qui s'est passé là, il y a des éboulis de... Avec un minimum d'entraînement, ça va très bien. Il est 17 heures. Dans quelques instants, nous allons refermer la lourde porte blindée du tunnel artificiel de l'EDF et ressortir au jour. Nous venons de parcourir 10 km sous terre et descendre 1000 mètres de dénivelé qui séparent les sommets béarnais de la vallée basque de Saint-Engrâce. Pour la première fois,
des hommes arrivent de la montagne à l'issue de cette traversée record qui deviendra sans doute l'une des grandes classiques de la spéléologie internationale. Saint-Engrâce, village basque de bout du monde, capitale internationale de la spéléologie, riche de posséder, avec la pierre Saint-Martin, le gouffre le plus profond du monde.